Bienvenue à The Grey Zone. Je suis Max Blumenthal. Sous la direction du secrétaire d'État Marco Rubio et du président Donald Trump, le régime américain a lancé une démonstration militaire massive de force dans les Caraïbes, dirigée contre le Venezuela et son gouvernement à orientation socialiste. Sous le prétexte douteux du soi-disant narcoterrorisme, l'armée américaine a attaqué jusqu'à présent 7 petites embarcations, tuant des dizaines de personnes sans aucune justification légale. Parmi les morts se trouvent 2 citoyens de Trinité et Tobago, dont les familles exigent désormais des preuves qu'ils aient eu la moindre implication dans le trafic de drogue. Alors que ses propres citoyens sont exécutés en mer, la première ministre trinidadienne Kamla Persad-Bissessar a soutenu avec enthousiasme les frappes américaines et approuvé la guerre imminente pour un changement de régime au Venezuela. Pour discuter de la militarisation américaine des Caraïbes et des efforts déployés au fil des ans pour y résister, j'ai parlé à l'un des plus importants dirigeants syndicaux et militants progressistes de Trinité, David Abdullah. Le 16 octobre, Abdullah a contribué à diriger une manifestation devant l'ambassade des États-Unis à Port-of-Spain, dans le cadre d'une série d'actions menées dans toute la région pour exiger la fin de l'assaut violent de Washington. David Abdullah, dirigeant politique du Mouvement pour la justice sociale et membre du comité exécutif de l'Assemblée régionale des peuples des Caraïbes. Bienvenue à The Grey Zone. Merci beaucoup de m'avoir invité. Max, c'est un plaisir d'être à nouveau interviewé par The Grey Zone. Oui, c'est formidable de vous revoir. Nous nous sommes rencontrés en 2022, je crois, à la Barbade, à un moment vraiment marquant. Nous vous avions interviewé à l'époque, et je pense que bon nombre des commentaires que vous nous aviez faits annonçaient déjà la situation actuelle, dans laquelle les États-Unis semblent déterminés à fracturer l'intégration régionale dans les Caraïbes et à saper les États indépendants qui résistent depuis des décennies. J'aimerais que vous nous parliez de votre récente action, je crois que c'était le 16 octobre, devant l'ambassade des États-Unis. Il s'agissait d'une manifestation menée par l'Assemblée des peuples de la Caraïbe dans le cadre d'une journée internationale de défense de la Caraïbe. Parlez-nous de cette action et du type d'impact que vous espériez avoir sur la politique locale et régionale. Oui, merci. L'Assemblée des peuples de la Caraïbe, le comité exécutif régional, s'est réuni il y a quelque temps, vers la fin du mois d'août, pour discuter de ce qui commençait à se développer avec le déploiement massif de moyens militaires dans le sud de la Caraïbe. Nous avons décidé de publier une déclaration exigeant que la Caraïbe demeure une zone de paix et qu'il n'y ait aucune intervention militaire. Nous l'avons diffusée et avons demandé aux gens de la signer et nous avons recueilli bien plus de 500 signatures. Nous avons également indiqué que nous fixerions une date, une journée régionale d'action, et nous avons finalement décidé qu'elle aurait lieu le 16 octobre. Ainsi, ici à Trinité et Tobago, en tant que membre du comité exécutif régional et l'un des membres fondateurs de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, nous avons tenu une conférence de presse devant l'ambassade des États-Unis. C'était en réalité de l'autre côté de la route, mais le bâtiment était bien visible derrière nous. Des représentants d'organisations de la société civile, ainsi que des citoyens préoccupés de Trinité et Tobago, ont assisté à la conférence de presse. Les médias étaient présents en nombre, et nous avons réaffirmé notre position. Nous avons également appelé la première ministre de Trinité et Tobago à revenir sur la position qu'elle a adoptée, selon laquelle la Caraïbe ne serait pas une zone de paix, et à retirer son soutien à une intervention militaire américaine dans la région. Nous espérions mener des actions dans toute la région. Ce jour-là, le 16, j'ai reçu des rapports indiquant qu'il y avait des activités à la Grenade,
une manifestation à Saint-Georges, la capitale. Des déclarations ont été publiées par des organisations de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent et les Grenadines. La Barbade devait faire quelque chose. Je pense qu'ils ont été un peu en retard. La République dominicaine a tenu une conférence de presse et il y a eu des activités dans plusieurs autres territoires des Caraïbes. À Saint-Martin, un des membres du mouvement One Saint Martin a consacré son émission de radio ce jour-là à la question des Caraïbes comme zone de paix. Ainsi, la Jamaïque a publié une déclaration conjointe de plusieurs organisations et a également organisé un piquet ou une manifestation devant l'ambassade des États-Unis. Je pense que cela a vraiment commencé à mettre certaines choses en mouvement. C'était jeudi, et le samedi après-midi, la CARICOM a finalement, après de nombreux mois, publié une déclaration dans laquelle tous les États membres de la CARICOM, à l'exception de Trinité et Tobago, ont réaffirmé la position selon laquelle la Caraïbe devait être une zone de paix, une position de longue date de la CARICOM. Je pense donc que les actions que nous avons entreprises ont contribué à inciter les dirigeants de la CARICOM à passer à l'action. Le Parti national du peuple, qui est le parti d'opposition en Jamaïque, a également publié une déclaration, je crois que c'était vendredi ou samedi. Il y a donc eu une certaine évolution, une sorte d'élan sur cette question. Et cela a été important à la lumière de ce qui s'est passé à la Maison-Blanche le mercredi, la veille de notre journée d'action. Car c'est ce mercredi-là, comme vous le savez, que M. Trump a déclaré assez ouvertement qu'il envoyait des agents de la CIA au Venezuela. Des hauts responsables de l'administration ont admis, pas forcément en donnant des noms, mais ils ont reconnu que le plan était un changement de régime au Venezuela. Ainsi, le moment choisi pour notre journée d'action, nous ne savions pas que cela paraîtrait dans le New York Times ce mercredi-là, s'est révélé être fortuit. Eh bien, je veux vous parler de votre Premier ministre et de la zone de paix un peu plus tard, mais je voulais d'abord aborder quelques détails. Il y a eu cette attaque à Las Cuevas, où je crois, 2 citoyens trinidadiens ont été tués par l'armée américaine sur un bateau de pêche. Leurs familles ont nié qu'ils étaient des trafiquants de drogue. Qui étaient-ils? Qu'entendez-vous dire à leur sujet? Auraient-ils pu être des migrants? Et même s'ils étaient des trafiquants de drogue, la plupart des habitants de Trinité et Tobago sont-ils favorables à la peine de mort sans procès pour eux? Quelle est la réaction du public? Oui bien, ils étaient sur un bateau qui a été touché par l'un des drones militaires américains, ou quoi que ce soit d'autre, et le bateau a explosé. Maintenant, les États-Unis affirment que cela s'est produit dans les eaux internationales. Nous n'avons aucune preuve de l'endroit exact où cette frappe a eu lieu. Ce n'était pas près de Trinité et Tobago. Las Cuevas est un village sur la côte nord de Trinité, donc ce n'était pas à Las Cuevas, mais l'un des hommes venait de cette région. Les familles ont déclaré que les hommes étaient des pêcheurs, mais qu'ils étaient partis du pays depuis un certain temps. Ils étaient allés en Colombie et essayaient de rentrer à Trinité. Selon un membre de la famille, ils avaient fait du stop sur un bateau qui retournait à Trinité. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils faisaient, car certaines personnes sont des pêcheurs, mais elles se livrent aussi à la contrebande. Cela dure depuis des années, car le Venezuela est très proche de Trinité, non pas sur la côte nord, mais sur notre côte ouest. Certains pêcheurs d'ici pêchent dans les eaux vénézuéliennes, et les pêcheurs vénézuéliens viennent parfois dans les nôtres. Il y a des allées et venues de part et d'autre, et la contrebande existe depuis 60 ou 70 ans. Autrefois, on faisait passer clandestinement du whisky et de l'alcool illégaux, donc il y a toujours eu un commerce illicite historiquement. Il faut aussi reconnaître qu'il y a eu une migration de Vénézuéliens vers Trinité pour fournir de la main-d'œuvre à nos plantations de cacao.
Et l'ancienne communauté vénézuélienne ici est connue sous le nom de Cocopayos. Cela en faisait partie. Et beaucoup de nos traditions culturelles, eh bien, nous approchons de Noël, et l'un des plats incontournables de Noël, ce sont les pastels, qui viennent bien sûr de la culture vénézuélienne. La musique de Noël, c'est le parang, qui vient également du Venezuela. Nous avons donc connu cette migration. Il y a eu une migration bien plus ancienne des peuples autochtones, remontant à plusieurs centaines d'années. Donc il y a toujours eu ce mouvement. Des Trinidadiens et d'autres personnes des Caraïbes anglophones sont allés travailler au Venezuela, à Maracaibo, dans les champs pétrolifères et ailleurs. Et certains vivent à Caracas. Moi-même, je suis allé une fois au Venezuela et j'ai été pris en charge à l'aéroport par un Trinidadien, en fait, plus d'une fois, à 2 reprises, par des chauffeurs de taxi trinidadiens. Ces gars-là sont nés à Trinité, mais ils vivaient au Venezuela. La première fois que cela s'est produit, il m'a emmené avec d'autres Trinitéens que je connaissais et nous avons rendu visite à des familles trinitéennes. Ce sont des personnes qui vivent au Venezuela depuis des décennies et qui sont complètement intégrées à la société vénézuélienne. Il y a donc eu ce mouvement. Mais au cours des 15 ou 20 dernières années, la question du trafic de drogue est devenue un problème. Donc, quand on entend que ces gars-là étaient en Colombie ou au Venezuela, la famille disait qu'ils y travaillaient pour gagner leur vie. Nous ne connaissons pas les faits réels, et je ne vais pas spéculer, qu'ils aient été innocents de toute activité criminelle ou coupables de quoi que ce soit. Mais peu importe ce qu'ils faisaient, vous ne pouvez pas les exécuter sommairement. On ne tue pas des gens comme ça. Même dans une guerre entre 2 nations qui se sont officiellement déclarées la guerre, si vous capturez des soldats ennemis, des combattants ennemis, vous ne pouvez pas les aligner contre un mur et les exécuter par un peloton d'exécution. C'est un crime de guerre. Et par conséquent, vous ne pouvez pas tuer des gens en haute mer. C'est clairement un crime. La manière de traiter les personnes susceptibles de se livrer à des activités illégales consiste à arrêter les navires sur lesquels elles se trouvent, à les arrêter si elles se livrent à des activités illégales ou s'il y a des objets illégaux à bord. Vous les traduisez en justice, vous présentez des preuves, vous les inculpez, ils sont condamnés, puis ils purgent leur peine. Cela a toujours été la règle. C'est l'état de droit. Et c'est ce qui est censé se rehover. Nous avons bien sûr connu une vague de migration en provenance du Venezuela à partir de 2018 en raison des sanctions imposées à ce pays. Beaucoup de personnes sont venues à Trinité et Tobago, certaines légalement, mais la plupart illégalement. À un moment donné, elles ont été autorisées à s'enregistrer, ce qui leur a permis de travailler légalement à Trinité et Tobago. Beaucoup ne se sont pas enregistrés et la période d'enregistrement fixée par le gouvernement a pris fin. Il y a eu une prolongation, puis elle n'a pas été renouvelée. Ainsi, de nombreuses personnes présentes ici sont entrées illégalement. Certaines ont été victimes de traite, il y a donc aussi un problème de trafic d'êtres humains. Toutes ces situations doivent être traitées conformément à la loi et non par des exécutions sommaires en haute mer. C'est illégal. Et avec ces attaques, je veux dire, nous avons également vu une attaque contre un bateau colombien qui affichait un signal de détresse. Il avait essentiellement dérivé dans la zone de ciblage des États-Unis. Pensez-vous que les États-Unis élargissent le champ du conflit au-delà du Venezuela, plus profondément dans les Caraïbes? Trump a menacé le président colombien Gustavo Petro hier. Cela va-t-il déborder? Eh bien, le président colombien, il y a environ 3 ou 4 semaines, a fait une déclaration très importante
lorsqu'il a affirmé que toute tentative d'intervention militaire au Venezuela pour provoquer un changement de régime déstabiliserait non seulement le Venezuela, mais toute l'Amérique latine, en particulier la partie nord, évidemment. Il faisait également référence à la Colombie. Il existe donc une réelle inquiétude quant à l'impact possible selon les actions des États-Unis. Ici, à Trinité et Tobago, on s'inquiète aussi du fait que s'il y avait une guerre chez le voisin, si les États-Unis attaquaient le Venezuela et provoquaient une nouvelle période de grande instabilité et d'insécurité pour les citoyens vénézuéliens, il pourrait bien y avoir une nouvelle vague de migration vers Trinité. Et cela aurait des conséquences pour Trinité et Tobago en ce qui concerne notre capacité à offrir de l'emploi, des services sociaux et d'autres formes de soutien à ces personnes. Ainsi, toute intervention militaire au Venezuela déstabilisera non seulement le Venezuela, mais aussi d'autres pays des Caraïbes et, bien sûr, de l'Amérique latine. C'est assez ironique. L'administration la plus anti-immigrante de l'histoire moderne met en œuvre une politique qui va presque certainement provoquer une vague massive de migration. J'imagine que la plupart des gens se dirigeront vers le nord. Votre première ministre, Kamla Persad-Bissessar, a non seulement soutenu l'escroquerie présidentielle de Juan Guaidó, qui était une tentative de changement de régime commencée en 2019, mais elle appuie désormais pleinement la démonstration de force militaire des États-Unis dans les Caraïbes contre le Venezuela. Pourquoi adopte-t-elle cette position? Et je suppose que son parti partage également cette position. Oui, je veux dire, le fait qu'elle adopte la position qu'elle défend maintenant, tu as raison, est cohérent. Je veux dire, pas cohérent dans le bon sens, mais dans le mauvais. Pourtant, cela reste cohérent avec sa position remontant à la reconnaissance de Juan Guaidó comme président du Venezuela, ce qui bien sûr était une farce. Mais cela faisait partie de la politique américaine et par conséquent, elle a soutenu le groupe de Lima, qui avait été créé. Il y avait quelques pays des Caraïbes, des pays de la CARICOM, qui se sont retrouvés impliqués dans ce groupe de Lima lorsque Trump a invité certains chefs de gouvernement de la CARICOM de l'époque à le rencontrer à Mar-a-Lago. Et il a ainsi choisi ceux qui auraient soutenu la position politique des États-Unis. À cette époque, le premier ministre de Sainte-Lucie, il a ensuite perdu les élections. Sainte-Lucie était membre du groupe de Lima jusqu'au changement de gouvernement. Ensuite, il y avait, je crois, les Bahamas, le Guyana à l'époque, et peut-être un autre, Haïti, en raison de la situation précaire d'Haïti. Il y avait donc cette division au sein de la CARICOM, et cela s'est également manifesté à l'OEA, où ces pays de la CARICOM ont pris position en faveur de l'attribution du siège du représentant de Juan Guaidó au Conseil de l'OEA, ce qui fut un échec total. La résolution a été adoptée, mais elle reposait sur une fausseté. Pourtant, le secrétaire général de l'OEA de l'époque, Luis Almagro, a été complice de cette manœuvre politique. Et Madame Persad-Bissessar s'est alignée dans cette direction, pensant probablement que c'était la voie que prendrait l'Amérique latine et les Caraïbes. Mais bien sûr, depuis lors, les choses ont changé. Indépendamment du fait que le président Maduro ait consolidé sa force politique au Venezuela à travers de nombreuses élections, et non une seule. Il y a eu des élections pour les gouverneurs, des élections municipales, des élections pour les parlementaires, en plus des élections présidentielles, toutes remportées par le PSUV et le Grand Pôle, d'autres partis alignés sur le PSUV. Cela signifiait que, politiquement, il a pu consolider son pouvoir. Mais l'économie du Venezuela s'est également nettement améliorée au cours des dernières années. Certains des problèmes que les citoyens vénézuéliens rencontraient, de graves difficultés économiques, se sont quelque peu atténués. Sur le plan personnel, indépendamment du fait que l'économie nationale soit mauvaise, les gens faisaient face à de grandes difficultés dans leur foyer.
Et c'est cela, Guaido à l'aile droite, et l'intensification des sanctions américaines contre le Venezuela, la saisie des actifs de PDVSA, de la société Citgo aux États-Unis et d'autres avoirs qui ont vraiment mis le Venezuela sous pression. La situation était difficile, et c'est à ce moment-là qu'elle a peut-être pensé que tout allait basculer à droite, que Juan Guaido parviendrait effectivement à provoquer un changement de régime, d'autant plus que Bolsonaro était alors au pouvoir, et ainsi de suite. Donc clairement, la droite était plus dominante il y a 5 ou 6 ans. Mais cela a changé. Cela a changé. Au Honduras, une dirigeante progressiste, Xiomara Castro, a remporté les élections. Lula a également gagné au Brésil. Il y a donc eu des changements, car la dynamique en Amérique latine et dans les Caraïbes est en constante évolution. Il existe une lutte permanente entre la gauche et la droite, entre les forces progressistes et les forces réactionnaires, voire entre l'extrême droite et les forces néofascistes. Dans les Caraïbes, à Sainte-Lucie, il y a aussi eu un changement de gouvernement, et ainsi de suite. Dans ce contexte, ce qu'il a fait, c'est essentiellement renforcer sa position. Je pense que, dans son calcul, et je peux me tromper, elle s'est dit que lorsque M. Trump a remporté l'élection, elle avait été très chaleureuse dans ses félicitations. En fait, elle avait déclaré que Biden était trop woke et qu'il était allé trop loin dans une certaine direction avec la DEI. Imaginez cela, elle pensait que Biden était allé trop loin avec la diversité, l'équité et l'inclusion. Et elle avait affirmé que Trump était ce dont les États-Unis avaient besoin, ce dont le peuple américain avait besoin. Je ne suis pas sûr que les personnes qui ont manifesté le jour de la fête de King seraient d'accord avec cela. Mais quoi qu'il en soit, elle avait clairement une position à droite, en soutien au type de politique de Donald Trump, non seulement à l'international, mais aussi sur le plan intérieur. Et vous savez, oui, elle a fait cette déclaration avant de devenir première ministre. Et oui, les dirigeants de partis et de gouvernements félicitent régulièrement les nouveaux dirigeants et leur souhaitent bonne chance. Mais cela ne signifie pas nécessairement que vous approuvez les politiques de ce parti ou de ce dirigeant dans leurs affaires internes. Vous ne critiquez pas non plus le dirigeant sortant pour ses politiques. Pas quand vous êtes censé être l'un des dirigeants nationaux. C'était donc clairement un signe de la direction qu'elle prenait. Il n'est donc pas surprenant de voir la position qu'elle a adoptée lorsque l'armée américaine a déployé des troupes. Vous savez, elle a en fait appelé les États-Unis à sanctionner Trinité et Tobago et notre premier ministre de l'époque, le Dr. Rowley, lorsque Delcy Rodriguez a rendu visite à Trinité et Tobago pendant la période du Covid. Et Mme Bissessar a affirmé que la vice-présidente Rodriguez était venue à Trinité à bord d'un avion sanctionné par les États-Unis. Bien sûr, ce sont des sanctions unilatérales, donc illégitimes, car on ne peut pas simplement imposer des sanctions unilatérales de cette manière. Ce n'est conforme à aucune décision de l'ONU. Ainsi, parce que l'avion était sanctionné, elle a déclaré que Trinité et Tobago devait alors être sanctionné, et ainsi de suite. Un appel à l'ambassade des États-Unis ici, et tout cela. Sa politique étrangère a donc été constamment mauvaise. Ainsi, la première ministre, Kamla Persad-Bissessar, lorsqu'elle était dans l'opposition, a appelé à des sanctions contre son propre pays. C'est exact. Lorsqu'elle a fait cette déclaration, j'en ai publié une au nom du MSJ, disant qu'elle était une 5e colonne. Oui, je pense que c'est à peu près la définition d'un 5e coloniste. Peux-tu situer la première ministre Kamla Persad-Bissessar et son parti dans le contexte des tentatives des États-Unis et de l'Occident de saper l'intégration régionale et la souveraineté dans les Caraïbes, ainsi que de soutenir de l'intérieur leurs alliés économiques et les syndicats jaunes dans des pays comme Trinité et Tobago?
countries like Trinidad and Tobago? Oui, l'UNC est principalement soutenue parce que la politique de Trinité et Tobago, la politique partisane et électorale, repose en grande partie sur l'ethnicité. Nous avons eu deux grands partis. L'un d'eux a changé de nom au fil du temps, mais s'adresse essentiellement à la même base ethnique. Son parti, le Congrès national uni, et ses prédécesseurs obtiennent généralement leur soutien de la population indo, c'est-à-dire d'origine indienne, tandis que le mouvement national du peuple reçoit généralement le soutien de la population afro de Trinité, et ainsi de suite. La politique de Tobago est légèrement différente, car il existe un sentiment de nationalisme tobagonien, et l'UNC ne participe pas à la vie politique de Tobago. Le leadership politique de la population indo, à certains moments clés, n'a pas toujours été fort en matière d'intégration régionale. Je veux dire, pas tout le temps, mais à certains moments précis, il n'a pas été particulièrement favorable à l'intégration régionale. En partie, cela s'explique par le fait qu'il considère Trinité, le Guyana et le Suriname comme les trois pays ayant des populations indo-descendantes importantes. Le Guyana et le Suriname ont d'ailleurs un pourcentage d'Indiens plus élevé que Trinité. Mais ils envisageraient l'intégration régionale dans le contexte de la Jamaïque, de la Barbade et des petites îles. Même si ces îles ont une petite population, lorsqu'on les additionne, la population afro-caribéenne est plus importante que la population indo-caribéenne. Il y a donc une certaine réticence à propos de certains aspects de l'intégration régionale. Or, cela n'a pas beaucoup de sens. Je veux dire, elle a fait une déclaration « Trinité et Tobago d'abord ». Vous savez, un peu comme l'Amérique d'abord. Donc elle a dit « Trinité et Tobago d'abord », ce qui est acceptable si l'on comprend que le plus grand marché d'exportation de Trinité et Tobago pour notre secteur des hydrocarbures non régionaux est le marché chimique. Enfin, je veux dire, vous étiez à la Barbade quand vous m'avez vu il y a 3 ans. Quand vous allez dans un supermarché à la Barbade, la plupart des produits qui ne viennent pas des États-Unis, du Royaume-Uni ou d'ailleurs sont fabriqués à Trinité et Tobago. Les céréales du petit déjeuner, les jus, la mayonnaise, le ketchup, les boissons gazeuses, et ainsi de suite, sont produits à Trinité. Les détergents ménagers sont fabriqués à Trinité et Tobago. Donc en réalité, Trinité et Tobago d'abord signifie aussi qu'il faut maintenir une relation solide avec la CARICOM. Il n'a aucun sens d'affaiblir cette relation. Et lorsqu'elle était première ministre, entre 2010 et 2015, elle a fait une déclaration qui a été assez offensante pour les autres pays de la CARICOM, car Trinité et Tobago, historiquement, puisque notre économie était plus forte que les autres, il est certain que ça soumettre de BMICOM. Et elle a déclaré que Trinité et Tobago n'était pas un distributeur automatique de billets, pas une machine bancaire où l'on pouvait simplement insérer sa carte et retirer de l'argent. Cela a été perçu comme assez offensant par les pays de la CARICOM. Et il a fallu un certain temps pour que la relation entre Trinité et Tobago et le reste de la CARICOM soit rétablie. Dans ce contexte, la CARICOM a publié une déclaration le samedi 17 octobre, la première déclaration de la CARICOM, et elle a réaffirmé la position selon laquelle devait être une zone de paix. Cependant, Trinité et Tobago a réservé sa position. Ainsi, une fois de plus, vous avez vu Trinité et Tobago adopter une position différente de celle du reste de la CARICOM. Et cela n'est pas bon pour l'ensemble du processus d'intégration régionale, car les États membres individuels de la CARICOM ne sont pas forts. Nous sommes de petits États insulaires. Sur le plan économique, nous ne sommes pas puissants. Et bien sûr, sur le plan militaire, nous sommes encore plus faibles. Mais en tant que CARICOM, nous pouvons parler d'une seule voix, celle de 14 États membres, dans des instances comme l'OEA ou les Nations Unies. En tant que bloc de pays,
Nous avons donc une voix importante, et cela devient essentiel dans les affaires internationales. Right. The Caribbean states alone can be Exactement. isolated and exploited. Les États des Caraïbes, pris isolément, peuvent facilement être isolés et exploités par leurs puissants voisins du Nord. Mais ensemble, ils représentent une population très importante, dotée d'un immense potentiel humain, de nombreuses ressources et d'une puissance industrielle considérable, comme vous l'avez dit, le pétrole. Trinité et Tobago possède beaucoup de pétrole. C'est donc en quelque sorte le mot d'ordre et l'essence même de la CARICOM, qui a été fondée c'était en 1964. 1973, oui. Mettre en commun toutes ces ressources, c'est l'intégration régionale. Pouvez-vous parler de l'histoire des tentatives d'intégration et du rôle des États-Unis dans la promotion de la fragmentation à travers des initiatives comme le groupe de Lima ou le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide en Haïti? Et peut-être dire où, selon vous, se situe l'avenir de cette initiative de la CARICOM. The future lies for this CARICOM initiative. Oui et bien, la force motrice initiale de l'intégration caribéenne, l'intégration antillaise, puisque nous parlions des territoires anglophones des Caraïbes, est venue dans les années 1930 et 1940 du mouvement ouvrier radical, du mouvement des travailleurs de base. Ils exigeaient qu'il n'y ait pas de suffrage universel ou droit de vote sans autogouvernement ou indépendance, et pas d'autogouvernement sans fédération. Ainsi, le mouvement des travailleurs de base des années 30 et 40 considérait la viabilité de la démocratie, le droit de vote, comme s'inscrivant dans le contexte de l'indépendance. Mais cette indépendance ne serait viable que dans le cadre d'une fédération, d'une intégration antillaise. Ce programme a été mis en œuvre partiellement par les Britanniques à la fin des années 1950, mais sans l'approche radicale que prônait le mouvement ouvrier. Les Britanniques ne voulaient pas d'une Inde occidentale forte, unie, fédérée et indépendante. Nous étions donc encore des colonies, une fédération coloniale, et cela a entraîné ses propres problèmes lorsqu'elle s'est disloquée. Ensuite, plusieurs pays ont accédé à l'ANS en 1902. La Jamaïque le 6 août, Trinité et Tobago le 31 août, puis par la suite la Barbade et le Guyana, et les autres ont suivi. Alors, lorsque les 4 premiers sont devenus indépendants, nous avons eu ce qu'on appelait la zone de libre-échange des Caraïbes, ou CARIFTA. Il y avait donc encore une tentative de collaboration économique entre les pays nouvellement indépendants. Puis la CARIFTA a cédé la place à la CARICOM avec le traité de Chaguaramas. Chaguaramas est important parce que c'était une ancienne base américaine donnée aux Américains lorsque Trinité était une colonie britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait donc tout un sentiment de nationalisme à Trinité et Tobago autour de Chaguaramas, et la première capitale fédérale de la Fédération des Indes occidentales devait être Chaguaramas. Il y avait donc un symbolisme dans le retrait d'une base américaine qui avait été concédée par la puissance coloniale britannique. Cela faisait partie de l'identité de l'intégration caribéenne et antillaise. Le traité de Chaguaramas a établi la CARICOM, et le traité révisé est allé plus loin en créant le marché et l'économie unique de la Caraïbe. Cela a été très important. Mais le point le plus faible de l'intégration est survenu il y a de nombreuses années, en octobre, après l'assassinat de Maurice Bishop, Jackie Kreft et d'autres, le 19 octobre 1983 à la Grenade. Cela a mis fin à la révolution grenadienne lorsqu'ils ont été martyrisés, lorsqu'ils ont été assassinés. Et cela a détruit la révolution grenadienne. Et quelques jours plus tard, le 25 octobre, avec la connivence et le soutien des chefs de gouvernement de la CARICOM, Eugenia Charles de la Dominique, Tom Adams de la Barbade, Edward Siga de la Jamaïque et d'autres, les États-Unis envahirent la Grenade. D'autres dirigeants de la CARICOM cherchaient à mettre en place une intervention de la CARICOM à la Grenade, non pas militaire, mais politique.
qui aurait conduit Bernard Coard, Hudson Austin et les autres responsables de l'assassinat de Bishop et de ses collègues à se retirer du pouvoir et à permettre une transition vers une autre forme de démocratie en Grenade. Plusieurs gouvernements de la CARICOM, George Chambers de Trinité et Tobago, George Price du Belize, Lynden Pindling des Bahamas et Forbes Burnham du Guyana, soutenaient cette initiative de la CARICOM. Et pendant qu'ils se réunissaient à Trinité, à l'hôtel Hilton de Trinité, lors d'un sommet d'urgence spécial, Eugenia Charles, Serga et les autres discutaient avec Washington et trahissaient leurs collègues de la CARICOM. Cela a profondément divisé la CARICOM, car Eugenia a quitté Trinité pour se rendre à Washington, se rangeant du côté de Reagan afin de donner une légitimité, soi-disant, à l'invasion américaine. Cette situation a profondément fracturé la CARICOM, et il a fallu environ une décennie pour qu'elle retrouve une certaine cohérence et un élan vers l'avant. C'était le pire moment. Puis, bien sûr, il y a eu le groupe de Lima, et maintenant, nous avons cette situation. Mais Trinité et Tobago se tient plus ou moins seul, tandis que le Guyana hésite, tout comme la Jamaïque, et il en serait de même pour Haïti. Le coup d'État contre Aristide n'a pas eu le même effet de division, car la majorité de la CARICOM s'est rangée du côté d'Aristide et a cherché à le faire revenir au pouvoir. Et je sais que le syndicat des travailleurs du pétrole à Trinité et Tobago s'est également montré très virulent contre ce coup d'État. Oui, j'étais l'un des dirigeants du syndicat des travailleurs des champs pétrolifères à cette époque. Et oui, le mouvement syndical a historiquement adopté des positions progressistes, comme il l'a fait en 1983 en soutien à Maurice avant qu'il ne soit assassiné. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails maintenant. Ce sera une histoire pour une autre conversation. Mais oui, les syndicats ont historiquement pris des positions très fermement progressistes. À présent, un certain nombre de ces syndicats, y compris le syndicat des travailleurs des champs pétrolifères, font partie de cette coalition d'intérêts avec Mme Persad Bissessar et l'UNSIC. Leurs voix sont donc beaucoup plus atténuées et nuancées en ce moment sur la question des Caraïbes. Ils ont déclaré, oui, les Caraïbes doivent être une zone de paix, mais leurs positions sont plus nuancées. Et c'est pourquoi, en tant que dirigeants du MSJ, nous prenons l'initiative, et l'Assemblée des peuples de la Caraïbe est également en première ligne. D'accord. Pouvez-vous parler de la zone de paix et expliquer ce que cela signifie? Elle a été déclarée par la CELAC, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, en 2014. Quelles ont été les implications de cette déclaration et comment peuvent-elles être affirmées aujourd'hui face à la démonstration de force militaire des États-Unis? Oui, et j'ai reçu aujourd'hui même quelque chose d'un ami commun, l'ambassadeur David Commissiong de la Barbade, qui a retracé, et je n'en étais pas au courant, l'histoire de la zone de paix, jusqu'à une résolution présentée à l'OEA par le gouvernement révolutionnaire du peuple de la Grenade, dirigé à l'époque bien sûr par Maurice Bishop. Et cette résolution, adoptée par l'OEA, identifiait les Caraïbes comme une zone de paix. Je veux dire, je vais simplement essayer de te citer cela avec précision. Voici ce que la résolution de l'OEA de 1969, que la Grenade a réussi à faire adopter par l'OEA, a décidé comme suit. Je cite, « Exprimer sa profonde préoccupation face à la montée des tensions dans la sous-région des Caraïbes, résultant de l'augmentation récente des activités militaires dans la zone Caraïbe. Rejeter le concept de la région ou de l'une de ses sous-régions comme sphère d'influence de quelque puissance que ce soit. Souligner son soutien au principe du pluralisme idéologique et de la coexistence pacifique qui sont essentiels à la paix, à la stabilité et au développement de la région. Et enfin,
invité tous les États à reconnaître la région comme une zone de paix et à consacrer tous leurs efforts dans les forums régionaux et internationaux appropriés à la promotion de ce concept. Donc, cela remonte à 1969. Je n'en étais pas conscient, ou si je m'en souvenais à l'époque, je l'avais certainement oublié. Mais ensuite, il y a eu un discours très important d'Errol Barrow en 1986, alors Premier ministre de la Barbade, devant les chefs de gouvernement de la CARICOM, où il cita Eric Williams, qui était décédé à ce moment-là, et fit référence au discours de Williams sur l'agenda colonial et impérial que notre région a connu au fil des années. Et Barrow déclara que nous devions être une zone de paix. C'était en 1986. Il existe donc une longue tradition des pays de la CARICOM affirmant que nous devons être une zone de paix, ce qui précède la résolution de la CELAC en, c'était quand déjà? 2006, 2007 ou après? De McDowell's, Chris. 2014, oui. Et la CARICOM a adopté des résolutions pour que la région soit une zone de paix. Après 1986, j'ai pas tous les détails, mais lors de plusieurs réunions des chefs de gouvernement de la CARICOM, on peut voir dans leurs déclarations des références à la zone de paix comme position politique principale de la CARICOM. C'est fascinant. Je veux vous interroger sur quelque chose qui s'est produit sans grand tapage et que je ne comprends pas totalement. À la lumière de ce que l'administration Trump semble faire avec le Venezuela, poursuivre un changement de régime par la force, dans le même temps, elle a délivré une licence par l'intermédiaire du département du Trésor, autorisant Trinité et Tobago, par l'intermédiaire de Shell et de ses partenaires, à négocier le développement du champ gazier Dragon, situé dans les eaux vénézuéliennes. Cela permet des discussions officielles avec la PDVSA du Venezuela, la compagnie pétrolière d'État, jusqu'en avril 2026. Alors, comment cela peut-il se produire alors que les États-Unis cherchent essentiellement à détruire l'économie du Venezuela par un blocus naval? Oui, donc plusieurs choses. Le gouvernement précédent avait, au fil des années, négocié avec le Venezuela pour que la National Gas Company de Trinité et Tobago, avec Shell comme société exploitante, produise du gaz à partir du champ Dragon. C'était important, car ce champ gazier, le champ gazier Dragon, se trouve entièrement dans les eaux territoriales vénézuéliennes. Par conséquent, il fallait que Trinité et Tobago obtiennent l'accord du Venezuela pour que le gaz puisse être extrait et acheminé vers Trinité afin d'être traité dans nos usines, ammoniac, méthanol, GNL. Et ensuite, une certaine part de la valeur de ce qui était traité devait revenir au Venezuela. Lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions au Venezuela, cela signifiait que si Trinité et Tobago, que ce soit la National Gas Company ou Shell, en tant que multinationale, tentait de poursuivre cet accord avec le Venezuela, nous pourrions alors être sanctionnés par les États-Unis pour avoir mené une activité économique avec le Venezuela. Ainsi, le gouvernement de Trinité et Tobago, le précédent, a négocié une licence OFAC, une licence de l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain. Ils ont négocié une licence qui aurait permis la production effective de gaz à partir du champ Dragon par la National Gas Company et Shell. Les conditions de cette licence OFAC, telles que négociées par Trinité et Tobago avec les États-Unis, étaient acceptables pour le Venezuela. En d'autres termes, le gouvernement vénézuélien a dit « d'accord » et il y a eu des négociations aller-retour. Mais les conditions initiales de licence OFAC ne satisfaisaient pas le Venezuela. Et puis, le gouvernement a renégocié les conditions avec les États-Unis et les a modifiées au point que le Venezuela a déclaré « D'accord, nous permettrons à Trinité et Tobago de produire le gaz ». Cela signifiait que les États-Unis ne voulaient pas que le gouvernement vénézuélien
tire un quelconque avantage financier de cette production de gaz. Il a donc fallu trouver des moyens pour que le Venezuela bénéficie de son gaz, de sa richesse, c'est son gaz, sa richesse, sans que les États-Unis ne considèrent que cela allait trop loin. Il y a donc eu des négociations délicates. Ce qui s'est ensuite passé, c'est que peu de temps après l'arrivée de Trump au pouvoir, il a annulé la licence de l'OFAC que l'administration Obama avait négociée et approuvée. Et le gouvernement Persad Bissessar, en fait, elle-même, le jour de sa prestation de serment ou le lendemain, a déclaré « Le projet de Gas Dragon est mort. Nous n'y travaillons plus. » Nous examinons le gaz provenant de la Grenade, du Guyana et du Suriname. Un gaz qui n'existe pas encore, pas tout de suite. Et voilà qu'elle obtient ensuite une licence de l'OFAC, du département du Trésor. Mais ce n'est pas pour produire du gaz, comme c'était le cas avec la précédente licence de l'OFAC. C'est pour permettre à Trinité et Tobago et à Shell de négocier désormais avec le Venezuela. Le Venezuela nous a déjà accordé une licence de 30 ans, mais il n'autorisera pas la production à moins d'en tirer un avantage concret. Et nous ne savons pas quelles sont les conditions de cette licence de l'OFAC. En d'autres termes, ces conditions stipulent-elles que l'on ne peut négocier avec le Venezuela que d'une manière qui ne lui rapporte rien ou presque rien. Auquel cas, les Vénézuéliens diront « non, allez au diable ». Vous ne pouvez pas entrer dans Dragon, et ainsi de suite. Voilà donc à quoi correspond cette nouvelle licence. Maintenant, il se pourrait, éventuellement, que le successeur de Mme Persad Bissessar estime que son soutien au déploiement militaire américain, ainsi que son appui à Trump de tant d'autres manières, permettront à Trinité et Tobago d'obtenir une licence de l'OFAC. Mais il faut aussi négocier avec le Venezuela. Et si elle a été en guerre verbale avec le Venezuela et soutient ce que font les États-Unis contre ce pays, alors je ne vois pas comment Caracas pourrait traiter le gouvernement de Trinité et Tobago de manière suffisamment favorable pour lui permettre d'exploiter le gaz de Dragon. Et il ne s'agit pas seulement de Dragon. Il y a deux gisements transfrontaliers, les champs Coquina-Manakin et Loran-Manatee. Ces champs transfrontaliers, cela signifie qu'il y a un gisement de gaz sous la mer, mais que ce gisement s'étend au-delà d'un seul territoire. Ainsi, la frontière territoriale entre Trinité et Tobago et le Venezuela divise ces gisements de gaz. Ce que Trinité et Tobago a réussi à faire, c'est négocier avec le Venezuela pour produire le gaz de notre côté de la frontière. Et les Vénézuéliens ont dit « D'accord, produisez de votre côté de la frontière jusqu'à un certain volume qui correspond à votre part du gisement du côté trinidadien. » Ces champs transfrontaliers pourraient désormais aussi être menacés de non-production, compte tenu de la relation actuelle entre Trinité et Tobago et le Venezuela. Je suis désolé d'avoir été si long, mais j'essaye d'expliquer pour vos téléspectateurs qui ont besoin de comprendre certains détails de ces questions. Non, c'est intéressant. J'ai toujours trouvé déroutant que les États-Unis puissent délivrer des licences à Chevron pour raffiner du pétrole au Texas, tout en menant en même temps une guerre économique contre le Venezuela. Oui, et je peux te dire pourquoi, Max. Parce que les raffineries de la côte du Golfe des États-Unis ont toujours été conçues pour raffiner le pétrole brut lourd provenant du Venezuela. C'est pour cela que Citgo possédait autant de raffineries sur la côte du Golfe. Et donc, compte tenu de la politique énergétique de Trump, qui s'éloigne des énergies renouvelables, le solaire et tout le reste, ils ont besoin que ces raffineries de la côte du Golfe fonctionnent à pleine capacité. Le seul moyen d'y parvenir, c'est d'obtenir du brut du Venezuela. Ils avaient donc besoin que Chevron produise ce brut. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, Chevron étant une entreprise américaine, elle avait un certain poids à la Maison-Blanche. Cela profite à Chevron, cela profite aux États-Unis, mais cela profite aussi au Venezuela, car le Venezuela en tire également un certain avantage.
It's contradictory. Oui, but c'est contradictoire, sort of- mais d'une certaine manière compréhensible dans ce contexte. There was this report Il y avait ce rapport qui circulait aux États-Unis via le New York Times, et je ne sais pas trop quelle crédibilité lui accorder. On aurait dit qu'il avait pu être diffusé par les services de renseignement américains, selon lequel le président vénézuélien Nicolás Maduro aurait proposé à Trump et aux États-Unis la totale. Vous savez, vous pouvez avoir accès à nos minerais et à toutes sortes d'accords sur le pétrole, et nous mettrons la Chine et la Russie de côté. Vous pouvez tout avoir, tant que vous cessez de pousser au changement de régime. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais cela a laissé beaucoup de gens se demander ce que Trump et Rubio veulent vraiment au Venezuela. Et je pense effectivement qu'il y a une dimension idéologique qui dépasse la simple appropriation des ressources, cette appropriation flagrante des ressources, dont nous savons qu'elle est à l'œuvre ici. C'est que le Venezuela a véritablement été un moteur pour les forces progressistes de la région, à travers les Caraïbes et l'Amérique latine. Et il a soutenu Cuba, qui a également été un nœud central dans la projection du soft power en faveur des mouvements progressistes. Alors, êtes-vous d'accord avec cette analyse, qu'il y a ici quelque chose de plus large, lié à la destruction du chavisme? Et pouvez-vous aborder le rôle que le Venezuela a joué dans la projection du soft power à travers la région en soutien à la gauche? Oui, certainement. Je suis d'accord. En fait, je pense qu'il y a une différence entre Trump et Rubio en ce qui concerne leurs objectifs politiques. Rubio serait évidemment le plus idéologique des deux. C'est exact. Et Rubio, je pense, veut un changement de régime au Venezuela afin d'affaiblir également Cuba, car l'un de ses principaux objectifs, évidemment, est de mettre fin à la révolution cubaine. Il a une véritable fixation à ce sujet, issu de la communauté de Miami dont il est originaire. Et cela concerne aussi le Nicaragua. Donc je pense que Rubio pousse cet agenda dans une direction bien précise. Trump, lui, pourrait très bien être prêt à conclure un accord. Maintenant, je suis sûr que Maduro le comprend et qu'il est donc lui aussi prêt à négocier. Mais il ne va pas tout lui céder. Pas la maison entière et les placards avec. Je ne vois pas le président Maduro brader toute la richesse souveraine et les actifs du Venezuela simplement pour rester au pouvoir. Je ne peux pas imaginer cela. Je ne vois pas non plus son parti, le PSUV, accepter ou permettre une telle chose. Comme la privatisation de PDVSA, quelque chose comme ça serait exclu. Je le penserais certainement. Mais il pourrait y avoir des accords permettant aux États-Unis d'obtenir davantage de pétrole du Venezuela pour répondre à leurs besoins énergétiques ou autres. Ce genre d'accord pourrait très bien avoir lieu. Il y avait aussi des accords concernant le retour des immigrés vénézuéliens des États-Unis vers le Venezuela. Des avions vénézuéliens, Conviasa, la compagnie aérienne nationale, quittaient les États-Unis, embarquaient des Vénézuéliens et les ramenaient chez eux. Ce n'était donc pas comme s'il n'y avait eu aucun dialogue ou engagement. En fait, le président avait un envoyé spécial au Venezuela, je ne me souviens plus de son nom, mais un envoyé spécial qui, il y a seulement 2 semaines, s'y trouvait encore avant de partir brusquement. Richard Grenell. Oui, c'est ça. Et puis, il y a environ 2 semaines, Trump a dit « D'accord, c'est fini, on en a terminé avec ce genre de choses ». Donc je suppose que la ligne de Rubio résonnait plus fort à ses oreilles en matière de changement de régime que dans la perspective de conclure un quelconque accord avec le Venezuela. Nous verrons donc comment ces 2 tendances différentes, si elles sont bien distinctes. Je ne fais qu'émettre une hypothèse à distance. Mais en supposant qu'il y ait 2 tendances, laquelle deviendra dominante? Et à quel moment, ou si elles sont en réalité identiques, une seule et même chose quant à leur objectif?
Je pense certainement qu'un changement de régime au Venezuela aura des répercussions majeures sur Cuba et le Nicaragua, des répercussions négatives. Cuba subit actuellement une pression extrême en raison des sanctions, du blocus et aussi de cette inscription fictive de Cuba parmi les pays accusés de parrainer le terrorisme. L'économie cubaine est véritablement étranglée et les Cubains font face à de graves difficultés. Ainsi, alors que nous nous concentrons sur le Venezuela et lui témoignons notre solidarité, nous devons faire de même avec Cuba en ce moment. Or, le Venezuela, au fil des années, sous la présidence de Chavez au départ, a effectivement mené une importante politique d'ouverture envers les pays des Caraïbes. Il y avait Petrocaribe, qui permettait aux pays des Caraïbes d'acheter des produits pétroliers raffinés, essence et autres, à un prix du marché, mais avec une réduction importante. Ainsi, ils ne payaient pas réellement le prix du marché complet. La transaction était basée sur le prix du marché, mais ils payaient moins, un prix subventionné. Cette différence devait être remboursée par les pays caribéens sous forme d'autres biens et services. Ils pouvaient, par exemple, vendre au Venezuela d'autres biens et services. Cuba, par exemple, a fourni de nombreux services médicaux et autres pour compenser la différence de prix. D'autres pays de la CARICOM n'avaient pas cette capacité. Il existe donc en réalité une dette officielle envers le Venezuela dans le cadre de l'accord Petrocaribe. Trinité et Tobago n'a pas participé, parce qu'à cette époque, nous avions notre propre raffinerie produisant nos propres produits. J'essayais en fait d'amener les Vénézuéliens à envisager, indirectement, car je n'avais pas de contact direct avec eux à ce moment-là, d'intégrer Trinité et Tobago à l'accord Petrocaribe en faisant en sorte que le Venezuela fournisse du pétrole brut à la raffinerie de Trinité qui appartenait à l'État. Trinité aurait ensuite raffiné les produits et les aurait envoyés au pays de la CARICOM. Le Venezuela aurait payé à Trinité des frais de traitement ou de passage en raffinerie. Ainsi, notre raffinerie en aurait tiré profit et les pays de la CARICOM auraient tout de même reçu les produits raffinés selon l'accord tarifaire avec le Venezuela. Ils l'auraient donc obtenu à leur prix, ce qui aurait été une situation gagnant-gagnant-gagnant, un triple gain. Mais cela n'a pas fonctionné. Trinité et Tobago a donc été écarté. En réalité, Trinité et Tobago a perdu à cause de Petrocaribe, car nous avons perdu une partie du marché de la CARICOM, qui était notre marché de produits raffinés. Mais c'est de l'histoire ancienne. Ensuite, l'autre initiative que le Venezuela et Cuba ont menée, c'était l'opération Milagro, au cours de laquelle des milliers de citoyens de la CARICOM ont été transportés par le Venezuela à Cuba pour des opérations de la cataracte et d'autres interventions oculaires dans un hôpital cubain spécialisé en ophtalmologie. Des milliers de Caribéens en ont bénéficié. Et il y a eu d'autres initiatives, bien sûr. Cuba, bien sûr, a accompli énormément de choses et continue d'en faire énormément. En matière de bourses universitaires pour les citoyens des Caraïbes et de la CARICOM, ainsi qu'à travers les brigades médicales cubaines qui continuent d'opérer dans toute la région. Les États-Unis ont en fait sanctionné certains responsables, dont un ministre du gouvernement de la Grenade, en raison du rôle qu'ils ont joué dans l'organisation de la présence des brigades médicales cubaines, des professionnels de santé, sur leur territoire. Ils ont également menacé de sanctionner d'autres responsables et technocrates des gouvernements de la CARICOM, ainsi que des fonctionnaires et agents publics, s'ils participent à ces initiatives. Il existe donc une solidarité continue, bien sûr, entre la CARICOM et Cuba, ainsi qu'entre la CARICOM et le Venezuela. Eh bien, David Abdullah, merci beaucoup pour cet aperçu fascinant de l'histoire de la région et pour votre analyse de la crise actuelle. Avant de conclure, y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter? Pas nécessairement. Je suis désolé,
J'espère que vous n'avez pas entendu trop de bruit parasite. Il y a des travaux chez mon voisin d'à côté, alors j'espère que cela ne s'est pas trop fait entendre et n'a pas perturbé notre conversation. Non, nous avons abordé beaucoup de sujets et je tiens simplement à dire que nous apprécions tout le travail que vous faites, Max, sur The Grey Zone, en rendant l'information et les analyses accessibles à un public de plus en plus large. Nous devons résister au récit dominant, qui est lui-même remis en question, car même sur les chaînes câblées grand public américaines, MSNBC, CNN, on commence à s'interroger sur ce que fait l'armée dans le sud des Caraïbes, sur les attaques de bateaux et sur les meurtres. Ils ont dit que ces actions étaient extrajudiciaires. Donc je pense que plus le message se diffuse et que les gens comprennent la réalité, plus la solidarité se renforcera. C'est ce qui est nécessaire pour empêcher, ou du moins faire réfléchir à deux fois, ceux à Washington qui pourraient envisager ou planifier un quelconque changement de régime au Venezuela ou dans un autre pays. Alors, merci. Well, thank you, and absolutely, it's amazing to see Eh bien, these merci. corporate networks. Et absolument, c'est incroyable de voir tous ces réseaux d'entreprises et ces démocrates liés aux grandes entreprises se mettre soudainement à poser des questions et à présenter des résolutions au Sénat, s'opposant à cette tentative de changement de régime, alors qu'ils l'avaient soutenue il y a seulement quelques années. Mais nous avons toujours été cohérents dans notre opposition au changement de régime, en comprenant où cela menait et les conséquences désastreuses que cela impliquait. Nous avons toujours été constants à The Grey Zone. Et je pense que vous savez, en cette époque de tant de tromperies, la divulgation est un acte révolutionnaire. C'est donc à cela que nous nous engageons, et nous vous remercions sincèrement pour votre temps et votre aide à diffuser ces informations de manière aussi claire. David Abdullah, dirigeant politique du Mouvement pour la justice sociale et membre du comité exécutif de l'Assemblée régionale des peuples des Caraïbes, nous vous remercions vraiment d'avoir été avec nous à The Grey Zone. Really appreciate you joining us at the Grey Zone. Merci beaucoup. Solidarité pour toujours. Comme l'a dit Maurice Bishop, nous ne sommes dans l'arrière-cour de personne.